vais aborder donc le deuxième sujet. Ce deuxième sujet, c'est les accidents, les ruptures de service. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la cybercriminalité ? Je pense que Pascal l'a bien expliqué tout à l'heure. La cybercriminalité, elle défraye la chronique, tout le monde en parle, mais n'oublions pas que les accidents sont toujours autant présents. Ces accidents, ils ont des impacts toujours aussi forts, ils touchent à la disponibilité. Et vous le savez tous, la disponibilité, c'est quelque chose qui est très visible lors d'un incident. L'utilisateur va beaucoup plus se rendre compte et beaucoup plus être attentif à la disponibilité, peut-être qu'à la confidentialité d'un certain nombre d'éléments. Tout de suite, on se rend compte que le système n'est pas disponible. On touche au fameux 99,999. Tout à l'heure, Pascal parlait de la haute indisponibilité, qui était un des thèmes précédents. On voit bien, et on va le revoir ici, que même des services conçus pour assurer la continuité par construction, tous ceux du cloud, entre autres, peuvent connaître des incidents. 2011, ça a été une année très riche en événements de ce type, que ce soit des erreurs humaines ou des événements naturels, et on a décidé de focaliser sur 2 cas qui nous ont semblé, dans le groupe de travail, emblématiques. Alors le premier de ces cas, je vais vous demander un petit exercice, c'est d'essayer de se projeter le 12 mai 2011 à Vélizy. Vous voyez, c'est plutôt une belle journée, on est à côté des chantiers du tramway, et les travaux avancent bien. Les opérations sont en cours, on est en train de creuser des trous, etc. Et là, malheureusement, que se passe-t-il ? Le fameux coup de pelleteuse. Et là, je vois vos mines effarées devant ces fibres qui ont été effectivement broyées par les pelleteuses ce jour-là. Et oui, voilà ce qu'il restait des fibres optiques. Alors vous n'avez pas été les seuls à avoir été effarés par ce cas, parce qu'il y a eu des impacts immédiats. Il y a eu des impacts parce que ces fibres, elles appartiennent à des opérateurs. En l'occurrence, il s'agissait de Verizon, de SFR, de Colt, de Free. Juste à côté de ces fibres, vous aviez aussi un hébergeur, le site d'un hébergeur, Prosodie. Et cet hébergeur, sur ce site, avait plusieurs clients, entre autres, qui avaient finalement leur site web. On parle de Dior, de Carrefour, du ministère de la Défense. On a aussi une autre société qui s'appelle Matelsom, qui avait même ses locaux, qui ont été touchés par cet incident. Donc ça a eu des impacts concrets. Certains ont dû lancer les opérations de bascule, utiliser leur plan de reprise d'activité. D'autres, qu'ils n'avaient pas forcément prévu au préalable, ont même connu des coupures. C'est le cas de Matelsom, qui estime cette interruption à 250 000 € de pertes et 120 personnes en chômage technique. Donc on voit, on est sur des impacts réels, concrets, proches de nous. Et derrière, tout ça, tous ces impacts, c'est pas parce que l'incident a été mal géré. Une fois que la coupure a été signalée, il y a eu des réparations d'urgence. Vous avez ici les photos de cette réparation en urgence. On peut d'ailleurs remercier les différentes personnes autour du site qui ont quasiment live-blogué l'incident et les réparations. Vous trouverez leurs références dans les liens en webographie. Et finalement, cet incident, il a quand même été réparé en 8 heures. Vous voyez l'état dans lequel étaient les fibres avant, c'est quand même une belle opération. Grâce finalement un peu aux magiciens de la fibre, aux fameux soudeurs de fibres qui, avec 2 personnes, en une journée de travail, sont capables de ressouder plus de 200 fibres. Ce qui est quand même un travail de minutie, réalisé dans des conditions qui sont parfois un peu rocambolesques, comme vous pouvez le voir sur les photos. Alors vous allez me dire, mais ça, on aurait pu l'éviter. Oui, bien entendu, on aurait pu l'éviter. Pourquoi est-ce qu'il y avait un seul passage de fibres ? C'est là où, je dirais, l'arroseur est arrosé, où le chat se mord la queue, parce qu'il y avait la volonté d'avoir un deuxième passage pour les fibres. Mais finalement, les différentes autorités, à première vue, auraient dit « Attendons les travaux du tramway pour réaliser cette opération, afin d'éviter de faire trop de travaux sur la voirie. » Donc on voit que finalement, le risque a entraîné un autre risque qui lui-même a causé ces incidents. C'est un cas emblématique. Un autre qu'on peut citer, qui est peut-être un cas cette fois-ci plus informatique, vous en avez tous entendu parler aussi, c'est le cas de RIM. RIM est la coupure d'octobre 2011. Ça a été une interruption de service majeure. Vous avez sur la gauche le déroulé officiel réalisé par RIM. On commence le lundi 10, on perd l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Ça commence à être beaucoup. Ensuite, le mardi 11, on a toujours un service qui est dégradé, qui est interrompu, malgré une communication sur une reprise. On pensait que ça allait remarcher, mais ça ne repart pas. Le mercredi 12, de pire en pire, le problème s'étend aux États-Unis. Là, le CIO prend la main sur la communication. Le jeudi 13, on arrive à un retour à la normale. Mais on est quand même à plus de 3 jours d'interruption pour les premières zones que je citais et 1 jour et demi sur les États-Unis. Quand on connaît l'importance de RIM, ça a été un événement qui a vraiment secoué cet acteur et l'écosystème qui va autour.
Alors, en compensation, le lundi 17, ils ont offert 100 € d'application à l'ensemble des clients touchés. Certains apprécieront, c'est un geste effectivement, mais par rapport aux impacts que ça a pu avoir, je vous laisse apprécier l'effet. On a aussi assisté à une opération de communication qui, pour le coup, était assez transparente, avec vraiment le Mike Lazardis qui est ici, qui s'excuse vraiment au nom de RIM pour l'incident. C'est assez rare, je pense, pour le signaler, et c'était vraiment une opération, une bonne opération. Mais que s'est-il passé vraiment? En fait, ce que RIM a annoncé dans leur communication officielle, c'est une défaillance, finalement, d'un cœur de réseau. Voilà ce qu'on a pu savoir de manière officielle. Après, beaucoup d'autres choses ont fuité, et finalement, on se rend compte qu'on est dans une situation très classique, la situation de la panne multiple et de l'engorgement des systèmes. Effectivement, il y a bien eu une panne réseau au début, un cœur de réseau défaillant en Angleterre, dans le site de Slough. Ce cœur de réseau défaillant, le secours n'a pas fonctionné. Là, on commence à avoir une problématique, et ça a entraîné une réaction en chaîne, parce que quand le système ne traite plus, RIM, c'est 8 gigaoctets par seconde de trafic. Donc tout de suite, l'ensemble des systèmes en amont et en aval peut être engorgé. Ils ont donc décidé de basculer sur le site de secours. Malheureusement, ce site de secours, au moment de la bascule, a entraîné une corruption de la base de données. Et cette corruption de la base de données, il a fallu revenir sur des versions précédentes, dont le délai auquel on a pu dont on a pu être témoin. Tout ça, ça a eu des conséquences de premier ordre, vous vous en doutez, des opérateurs qui se sont désolidarisés de RIM en disant « c'est pas nous, c'est eux ». Bon, après il faut voir la solidarité dans ces coups de temps-là. Des entreprises touchées dans leur fonctionnement, également des clients excédés. J'ai mis une petite photo d'un ancien BlackBerry man, d'un Crackberry, comme on dit également, qui est en train de s'acheter un iPhone. Alors c'est vrai que c'est mal tombé aussi par rapport à la situation que vit RIM actuellement. Mais surtout, on voit qu'on peut aller jusqu'à ce qu'annonçait le site de la BBC, c'est-à-dire des suites plutôt légales. Voilà, donc RIM a bien tenu compte de cet incident. Ils apprennent bien entendu des incidents et ils sont de toute bonne foi, ils essayent de faire le mieux possible. Ils sont en train de prévoir des changements en profondeur dans l'infrastructure, mais tout ça prend du temps, c'est normal, et donc on ne peut pas passer à côté de l'accident. Alors, on ne peut pas passer à côté de l'accident, on le voit, la disponibilité, elle tient souvent à un fil, ou à une fibre ou à un switch, suivant le cas qu'on prend. Au cœur de la démarche, c'est évaluer ses risques et se préparer. Je pense que vous connaissez tous les bonnes pratiques qui sont là. On va savoir ce qui est important chez nous, on va choisir des solutions, on va les mettre en œuvre et surtout, on va les tester. Et justement, là, j'ai parlé beaucoup de cas peut-être un petit peu négatifs. On voulait aussi vous parler d'un cas de réaction à une crise majeure, qui est la crise qu'a connue le Japon. Vous le savez, 11 mars 2011, il y a eu un tremblement de terre au Japon qui a déclenché un tsunami sans précédent, suivi par un incident nucléaire et des impacts humains qui ont été terribles pour le pays. Derrière, un acteur a joué un rôle clé dans la reprise des différentes opérations. C'est NTT, l'opérateur japonais, qui a mis en place un vrai mécanisme de gestion de crise à la mesure de l'événement. Ils ont été capables de mobiliser extrêmement rapidement 5000 personnes. Ils ont mis à disposition plus de 2000 téléphones gratuits. Vous voyez des images de personnes les utilisant. 830 téléphones satellitaires pour pouvoir opérer sur place. Des générateurs d'urgence, bien entendu, mais aussi, plus récents, plus neufs, des sites de chargement de portables gratuits pour ceux qui en avaient besoin, et des services de messagerie d'urgence aussi qui ont servi à 6 millions de personnes. En parallèle à cette fourniture de services d'urgence, ils ont aussi, en 18 jours, établi un rétablissement de premier ordre sur les infrastructures. Si je ne devais citer qu'un chiffre, on le voit, c'est par exemple les lignes fixes, le RTC. 13 mars, quasiment 900 000 lignes coupées. 25 mars, plus que 86 000 lignes coupées. Vous imaginez l'effort et le travail et la préparation qui a dû être nécessaire pour ça. Bien entendu, il y a eu une forte mobilisation internationale. Bien entendu, ils étaient préparés à ce type d'événement. Et donc, pour conclure, on a analysé ici 3 cas. Il y en a eu beaucoup d'autres. Vous avez entendu parler de l'orage qui a tué le nuage, ou de l'orage qui a tué le cloud computing. Bon, au final, il s'avérerait que ce n'est pas le cas. Mais la situation est un petit peu difficile à démêler. En tout cas, Amazon et Microsoft avaient subi des coupures en Irlande assez fortes. Vous avez entendu également parler des inondations en Thaïlande, ou encore du fameux bug BGP sur les équipements Juniper qui ont fortement perturbé Internet. Qu'est-ce qu'on tire de tout ça? Bien entendu, il faut rester humble devant les accidents. Ils arriveront, c'est sûr. Ce qui est important, c'est de tester et retester encore ces plans de continuité, ces plans de reprise, d'être prêt pour pallier au pire. Et heureusement,
certaines des méthodes qu'on va mettre en place pour gérer ces incidents peuvent être aussi utiles à la cybercriminalité, ce qui me permet de passer la main à François Pagé pour la suite de la présentation. Merci.